J'ai envie de vous poser la question pour vous laisser développer votre thèse. Aujourd'hui, une immense majorité de la communauté franco-musulmane ne se retrouve pas quand elle regarde sa télévision, pour laquelle pourtant elle paye une redevance comme tout le monde, et dans les radios des services publics, où on a quelques journalistes qui des fois confondent leurs convictions et leur travail de journaliste. Comment regarder ce double miroir de ce que la communauté se sent être et en réalité et l'image qu'on lui renvoie dans la société française, donc ce que vous appelez vous la question musulmane en France. Merci Tarek, question difficile. Bon, je ne dis pas que la réponse va être assurée, mais je vais la tenter. En introduction, merci d'abord à l'UR de m'avoir invité. La manière dont les journalistes, c'est bien ça, hein, que les journalistes d'origine de culture musulmane ou de croyance, de foi musulmane s'expriment des médias, en général, maintenant la plupart des journalistes, même s'ils sont musulmans, ils sont acquis complètement les réflexes nécessaires pour être un journaliste, c'est-à-dire de pouvoir se distancer par rapport à leur foi. Je pense qu'il n'y a plus aucun problème là-dessus. Dans ce domaine comme dans d'autres, les musulmans ont acquis une liberté totale et bon, ils sont socialisés en France, ils ont une manière de penser, y compris introduire dans leur manière dont ils s'expriment certains pièges dans lesquels ils pourraient tomber, hein, qui dire, par exemple, voilà, vous parlez d'islamophobie, vous parlez de victimisation. Bon, et je pense qu'aujourd'hui, non, il y a une complète décomplexion des journalistes de culture musulmane au sein des médias et qu'il n'y a aucun problème, si vous voulez. Après, bon, je veux dire, il y a quand même une blogosphère musulmane que je dirais beaucoup plus militante. Mais ce n'est pas le propre, si vous voulez, des groupes sociaux les uns et les autres, parce que tous les groupes sociaux, effectivement, ils expriment au travers de leur blog, au travers de leur site, une opinion beaucoup plus idéologique, beaucoup plus engagée, et les musulmans sont comme les autres par rapport à ce contexte. Simplement, effectivement, il fait bien de me poser la question, parce que peut-être ça va dans le sujet que j'exprimais, puisque dans ce livre, je développe effectivement une partie assez importante sur cette partie de la blogosphère, parce que je ferais la même chose si je parlais d'un autre sujet que la question musulmane. Si je parlais d'un autre sujet, je dirais exactement la même chose. Et simplement, si vous voulez, bon, la blogosphère elle-même, c'est l'opinion musulmane en général. Bon, il y a 2-3 sites, vous les connaissez, Safir News, Souma.com, qui sont des sites, si vous voulez, qui ont acquis l'opinion sur eux aujourd'hui, mais qui se situent quand même l'un et l'autre, par exemple, pour des raisons différentes, l'un étant plus politique que l'autre, pour simplifier, qui se situent dans une information générale. Et déjà, à leur niveau, on exprime une certaine opinion, et j'en ai discuté avec eux, hein, très très librement, on voit s'exprimer au travers de ces sites qui sont les sites de base, hein, les sites d'information sérieux, etc. Je ne dis pas que les autres ne sont pas sérieux, peut-être moins engagés dans un mouvement musulman en particulier. Bon, ben, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une accentuation depuis quelques années, de la victimisation. Bon, Anouar Kouibèche tout à l'heure a parlé effectivement de ce phénomène de victimisation. C'est une réalité. C'est une réalité. Et je sais que je vais peut-être vous choquer, eh ben, ça fait partie, y compris, je l'aurais dit en face, y compris chez ces sites-là, la création d'une situation anxiogène chez les musulmans. C'est-à-dire que si vous répétez à longueur de site que vous êtes malheureux à cause de la laïcité qui vous poursuit, parce que la laïcité, dans certains de ces sites, dit que effectivement, elle a été construite, bien sûr, pour accabler les musulmans. Hein, certains n'osent pas, osent aller jusqu'à ce point-là, alors qu'effectivement, on ne va pas en discuter, bon, c'est un vaste sujet.
c'est pas du tout, à mon avis, hein, c'est pas du tout le but de la laïcité. Mais enfin, vous voyez que quand même, on a un premier stade qui est un certain nombre de sites qui sont tout à fait des sites d'information normaux, mais qui véhiculent bon, un certain nombre d'idées, peut-être de manière inconsciente, même consciente, mais effectivement, ça commence à sensibiliser les gens à une certaine victimisation. Ensuite, vous avez un deuxième stade, qui sont les sites qui sont en train de prendre quand même un poids beaucoup plus important depuis quelques années, qui sont des sites qui comment dire, ont fait des choix, eux, alors pas idéologiques, des choix par rapport à un certain mouvement religieux. Soyons clairs, hein, je ne vais pas citer par les noms, mais ces sites sont en train de prendre un poids important. Bon. Et là, si vous voulez, on retrouve ce thème que je disais de la victimisation, et ce thème de la victimisation, si vous voulez, ça prend un autre relief, parce que ce sont des gens qui, effectivement, qui développent un certain misérabilisme, qui n'est plus du tout le misérabilisme militant qu'on avait connu, par exemple, je prends moi.com, que je connais bien, qui, effectivement, sont prompts, effectivement, à dénoncer les actes dits islamophobes. Bon, ils le font, mais c'est plutôt, on va dire, dans un sens citoyen. Mais là, on est différent. On dit, vous êtes dans une société, que la laïcité est là, elle vous condamne. Dans cette société, sachez que vous avez affaire à une idéologie. Alors, la laïcité n'est plus un système, parce que la laïcité, c'est quelques principes juridiques, je ne vais pas m'appesantir sur ce qu'est la laïcité quand même, mais c'est ça au départ. Là, ça devient une idéologie. Ça devient une idéologie. La laïcité est une idéologie qui est là pour, effectivement, poursuivre les musulmans, les empêcher de s'exprimer. Bon, c'est quand même, là, on passe à un stade qui est quand même plus inquiétant, parce que, effectivement, et alors, c'est assez curieux, parce que quel est le pays qui est le plus méchant, je veux dire, avec les musulmans? C'est la France. Parce que la France, effectivement, c'est quand même le pays de la laïcité, donc c'est son but premier, c'est effectivement de poursuivre, d'empêcher les musulmans de s'exprimer. Donc vous voyez quand même que c'est déjà ce premier stade de l'exploitation, de l'utilisation du web, c'est quand même, ça, je dirais que le verre est dans le fruit. Hein, qu'après, imaginez que ce qu'un jeune adolescent de 16 ans, alors moi je peux vous dire, je me rappelle très bien, j'enseigne à l'Institut catholique dans le cadre des diplômes universitaires, et une fille en pleurs qui me dit écoutez, j'en peux plus, elle est voilée. Je me dis mais qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien écoutez, voilà, j'ai l'impression que nous sommes, mais une fille intelligente en plus, hein, très bon niveau, etc. Mais je dis qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien écoutez, je vois dans les regards des gens dans la rue, mais je dis attendez, j'écoute régulièrement un site, je lis dès que lequel? Je ne le citerai pas, mais disons un site nettement salafisant, disons le mot. C'est le troisième, quoi. Voilà. De ce que vous n'avez pas cité. Et ben oui, ben la fille, effectivement, elle m'a expliqué qu'elle avait un sentiment d'oppression profond. Hein, parce que, effectivement, mais je dis, essayez d'aller voir d'autres sites, essayez mais vous voyez quand même que, pour répondre à votre question... Alors, à moitié, parce que moi, ma question était surtout sur les journalistes dans les médias mainstream, c'est-à-dire dans la radio publique, France Inter pour ne pas la citer, sur France Télévisions et France 3, et quelle est l'image que ces médias donc, officiels, publics, envoient aux musulmans d'eux-mêmes. Parce que là, on a traité la partie intra. Oui, tout à fait. La partie extérieure, je ne dirais pas extra, puisqu'on est dans le national français en général. Moi, je pense que, implicitement, pas explicitement, puisque un certain nombre de gens expriment des opinions, ils le font sur les web, par exemple, mais dans la radio officielle ou institutionnelle, entre guillemets, publique, je pense que la plupart soit ils sont appelés à se prononcer sur des sujets, sur des thématiques qui concernent l'islam, par exemple, auquel cas, effectivement, il faut qu'ils gardent la distance nécessaire, et en même temps, est-ce qu'ils sont empêchés de s'exprimer? Non, mais écoutez, on ne va pas prendre des reporters qui ont un métier
et des commentateurs qui ont un métier, il n'y en a pas beaucoup des musulmans chez les commentateurs. Ça, je veux dire, déjà, c'est difficile. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'experts de l'islam parmi Ah les bon, alors là, c'est intellectuels différent. musulmans. Les gens qui sont appelés à s'exprimer Voilà. sur les sujets, par exemple, dans les télévisions, qui sont les télévisions comment dire, d'information Continue. continue. Bon, là, c'est complètement différent. Il y en a certains qui, effectivement, qui sont nettement classés dans des choix, on va dire, allez, anxiogènes. Je ne parle pas d'islamophobie, hein. Je parle dans des gens qui sont dans des thématiques anxiogènes. Hein, soyons clairs. Donc, du coup, tous les gens qui sont des spécialistes de la question vous diront qu'ils ont eux-mêmes, qu'ils soient musulmans ou pas, la question n'est pas là, ils ont un vrai problème pour venir s'exprimer dans ces tribunes. Parce qu'effectivement, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, vous avez 4 interlocuteurs, en 10 minutes, on vous demande d'avoir une phrase ou deux, bon, vous ne pouvez rien dire. C'est clair. Et en même temps, quelquefois, on sent nettement, avant que vous passiez à l'antenne, que la personne vous dit, bon voilà, on aimerait bien que vous discutiez de ça et ça, on aimerait bien, clairement, on aimerait bien que vous disiez ça et ça. Bon, c'est-à-dire qu'effectivement, mais ça, je ne pense pas que les journalistes musulmans soient plus pénalisés que l'ensemble des gens, ou des chercheurs, par exemple, qui vont s'exprimer. Ça, c'est une question qui touche les musulmans comme les non-musulmans, à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de spécificité, si vous voulez, des journalistes musulmans sur ce point-là. Ben après, il y a des commentateurs, mais je ne sais pas, je vais prendre un exemple comme un autre. Vous connaissez quand même Ali Badou, par exemple. C'est quelqu'un qui, hors antenne, a exprimé des opinions nettes par rapport à l'assentiment de grief qui est fait aux musulmans. Il le dit clairement, mais quand il est à l'antenne, effectivement, bon, je n'ai jamais eu l'occasion de voir qu'il dépassait la ligne, effectivement, il a une ligne qu'il conserve, mais il n'y a pas de raison, si vous voulez, de s'inquiéter par rapport à au fait que les musulmans soient bridés dans leur expression au sein de cette antenne. Mais ça dépend de quelle antenne il s'agit, ça dépend de quel sujet on parle, c'est un peu plus compliqué. Bernard Godard, nous sommes donc dans cette première table ronde qui s'intitule « Rupture politique, économique et sociale au service de la radicalité ». Est-ce qu'on ne pourrait pas ici changer le mot « rupture » par le mot « inégalité » qui fait que ça donnerait que cette inégalité politique, ghetto urbanistique. Alors, soyons très concrets. Quand on regarde des gens qui ont été engagés dans la radicalisation et qui sont partis en Syrie, on s'aperçoit qu'il y a une proportion de gens de classe moyenne. 1. Donc déjà, l'inégalité sociale, admettons. Autre phénomène dont on parle peu, mais qui à mon avis est déterminant, on est aussi en présence de gens, d'enfants, qui viennent de familles, je ne dis pas heureuses, équilibrées. Alors là, il y a des sujets d'inquiétude encore plus forts, parce que c'est vrai que les ruptures, quelles qu'elles soient en matière de délinquance, on le sait, c'est souvent un phénomène qui provient de familles monoparentales, par exemple, ou des gens où il y a eu des conflits à l'intérieur même de ce foyer. Or là, on a l'image complètement contraire, c'est-à-dire qu'on a effectivement des gens dont on ne s'attendrait pas du tout à ce qu'ils versent dans ce genre de radicalité. Bon. Et... j'entends Bernard qui se j'ai vu. Puisse régler son problème. Mais qu'est-ce que je voulais dire? La question sociale, d'accord, on va l'englober, on va dire effectivement les inégalités sociales, inégalités de territoire, abandon. La seule chose peut-être, effectivement, c'est, si vous voulez, c'est concrètement ces inégalités qui ont été peut-être en augmentant, mais c'est surtout, si vous voulez, l'abandon du terrain de ce qu'on appelle l'intégration dans les années 70 et 80. C'est-à-dire que l'accompagnement des pouvoirs publics par rapport à un tissu associatif, qui était là dans les années 70 encore, un peu moins dans les années 80, et puis qui a quasiment disparu dans les années 90, qui était un terrain d'accompagnement, par exemple pour les femmes issues de l'immigration, hein, qui avaient des cours d'alphabétisation, je ne dis pas qu'elles n'en ont plus, mais si vous voulez, où il y avait un tissu associatif qui permettait quand même voilà, de prendre en charge un certain nombre de problèmes, donc du coup, qui auraient pu être des structures de détection sans que ce soit vu comme d'une manière policière par rapport au danger de dérive. Or, aujourd'hui, c'est très difficile, parce que, si vous voulez, c'est vrai que les mosquées, soyons clairs,
à un moment donné, ont pris le relais dans les années 90. C'est-à-dire qu'effectivement, on a laissé le tissu religieux prendre en charge un petit peu cette éducation morale, mais y compris, bon, je trouve que ça a un peu baissé, mais ça a existé à l'époque des années 90, on a pris en charge le soutien scolaire. Hein. Et bon, même au cabinet de la ministre Mme Guigaud des Affaires sociales, on disait, bon, bah, effectivement, bon, bah, si les mosquées assurent ce soutien social, soutien scolaire, c'est peut-être pas la meilleure manière, il faut que ce soit les structures officielles d'éducation nationale qui l'assurent, mais pourquoi pas, etc. C'est vrai que bon, cette vision des choses, qui peut être sujet à discussion, hein, parce que ça voulait dire aussi... C'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait ce retrait, parce que ça supposait un retrait des pouvoirs publics, et finalement une mission implicite qui était donnée hein, aux organes religieux, donc en l'occurrence les mosquées. Est-ce que les mosquées étaient armées pour le faire ? Non. Non, soyons francs, il y a eu une bonne volonté, clairement, ça c'est vrai, je vois certains leaders de l'époque, c'est vrai, il y en a qui ont été plein de bonne volonté pour effectivement créer ces structures, et je pense que ça fait partie d'une bonne intention, mais malheureusement, alors, dans tous les domaines, dans le domaine du soutien scolaire, ça supposait effectivement, le domaine de l'éducation normale, ordinaire, ça demandait un certain nombre de formations. Or, effectivement, les gens n'avaient pas forcément les formations pour le faire. Dans le domaine religieux, alors je ne vais pas m'aventurer sur le discours interne de la religion, surtout pas, mais simplement je dirais qu'effectivement, il n'y avait pas les personnels religieux pour penser cette question dans une situation d'immigration. On est en train effectivement de le réfléchir, et je trouve que depuis 4-5 ans sur ce sujet, j'ai l'impression qu'on avance à pas de géant, mais c'est vrai, c'est qu'effectivement, on a brisé certains tabous, etc., et que la question de la réforme, par exemple, de la théologie musulmane, enfin non, certaines réformes, certaines rénovations, en Occident, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis et en Amérique du Sud, hein, d'ailleurs je plaide pour la création d'une ère, si vous voulez, de recherche universitaire de l'islam occidental, c'est-à-dire de l'islam. C'est quoi un islam lorsqu'il est minoritaire en pays démocratique ou majoritairement chrétien? Il n'y a pas de champ de recherche vraiment défini. Il faudrait ouvrir vraiment des champs de recherche dans ce domaine, c'est très important. Il y a des gens capables de le faire, hein. Il y a des sociologues, il y a des psychologues, il y a des jeunes musulmans, hein, chercheurs, donc qui ont en même temps cette culture, si vous voulez, de l'islamologie traditionnelle. Il faut rétablir l'islamologie, hein. Parce que là, effectivement, bon, évidemment, Edouard Saïd a dit un certain nombre de choses qui sont tout à fait fondées, hein, mais une islamologie de 2016, c'est pas l'islamologie de grand-papa. Ça a évolué. Juste un chiffre, il y a beaucoup moins d'agrégés qu'aujourd'hui en langue arabe en France qu'il y en avait pendant la colonisation française en Algérie ou la présence française en Algérie jusqu'à 62, et on a l'impression qu'il y a une double trajectoire. On avait besoin de cette connaissance d'agrégation de la langue arabe, donc on était présent en Algérie, et à partir du moment où il y a la décolonisation, il y a une rupture, nous n'avons plus besoin, parce que peut-être la présence musulmane ou arabe n'est pas vue en France de la même manière que pendant la colonisation. Question. Alors il y a ça, mais il y a aussi le phénomène central qui est les contrats qui ont été conclus de manière bilatérale avec les États à partir des années 80 pour envoyer les enseignants et langues de civilisation d'origine. J'ai l'impression que là, je ne dis pas que là vient tout le malheur, mais c'est une véritable calamité. C'est une véritable calamité. Pourquoi? Parce que ces ELCO ont été, ces fameux ELCO, ont été inventés dans les années 80 en vue du retour des enfants d'immigrés au pays d'origine. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils ne laissaient pas dans leur pays d'origine, mais il fallait qu'effectivement qu'ils conservent ou qu'ils puissent ne pas être débranchés, entre guillemets, de leur culture des parents. Et donc on a créé ces ELCO. Encore aujourd'hui, en 2016, on en arrive à des aberrations mais incroyables. C'est-à-dire d'avoir des enseignants qui sont de bonne foi, mais qui viennent en France avec la mission de diffuser un enseignement de langue arabe, certes, mais de civilisation. C'est-à-dire, finalement, de véhiculer quelque chose qui concerne les cultures, et surtout les cultures politiques, par exemple, des pays d'origine, dits d'origine. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de pays d'origine quand les gens sont à la 3e, 4e génération? On ne l'a jamais dit pour les Italiens, pour les Portugais ou pour les Espagnols. Pourquoi on va le dire pour les Arabes? Ça n'a pas de sens. Ou les Turcs. Bon, c'est vrai, ça n'a pas de sens.
Mais, si vous voulez, c'est vrai que donc ça rejoint effectivement la question que vous posiez, par rapport à ce que je disais, par rapport aux mosquées, qui effectivement n'avaient pas forcément les instruments. Et en même temps, si vous voulez, c'est pour ça que les écoles d'enseignement, parce qu'il y a effectivement, l'OIF a été pionnière en la matière sur la création des lycées et des collèges musulmans, mais c'est pour ça que vous avez dans beaucoup de mosquées en France actuellement des gens qui pensent à un projet de l'école confessionnelle musulmane. Parce qu'ils ont compris qu'il fallait rentrer dans le cadre éducatif normal, hein, c'est-à-dire voilà, avec un conventionnement éventuel, etc. Et puis ensuite avec des enseignants qui ont la compétence pour le faire, au lieu de continuer effectivement faire un peu de bricolage avec du soutien scolaire à partir de la mosquée. Donc, si vous voulez, c'est un état d'esprit qu'il faut créer. Et ça est encore dans les limbes en France hein, par rapport à ça. Vous voyez, il faut développer un certain nombre de questions. Quand vous voyez comment l'Église catholique, quand même, tout le long du 19e siècle, a développé hein, l'enseignement, parce qu'après le 19e siècle, vous comprenez, l'Église catholique, elle pensait qu'après la Révolution française, la Restauration allait revenir à la situation hantée. Eh ben non. Donc l'Église de France a été obligée de développer effectivement une école forte où elle pouvait réaffirmer ses valeurs, mais surtout une école élitiste pour former les futurs cadres. Mais bon, d'ailleurs, c'est un petit peu, je trouve que c'est un peu la manière dont les musulmans en France voient la chose. Ils ont une sorte d'imitation, entre guillemets, de ce qui a pu être le modèle catholique pendant le XIXe siècle, mais encore qu'il est encore aujourd'hui. Comment passer de la délinquance, sans aucune attache avec la religion, à revendiquer à la fois la religion, l'extrémisme, la radicalité, et qu'on fasse, on dit, c'est la preuve que l'islam éclose. Et j'ai vu votre première carrière professionnelle, où vous connaissez très bien ce phénomène de l'intérieur à cause de votre profession. À cause justement de cette première carrière professionnelle, je trouve, il faut dire la vérité aussi, c'est que, bon, on est le pays qui semble le plus en retard, peut-être le plus réticent, à mettre en œuvre une tradition qui est tout à fait commune dans les autres pays européens, qui est la prévention. Bon, la prévention, on va dire que dans les années 2000, c'est devenu un gros mot. C'est-à-dire qu'effectivement, faire de la prévention, c'était « Ah oui, c'est les flics qui jouent au football avec les petits délinquants. » Bon, voilà, c'était ça la prévention. Bon, moi j'ai connu un petit peu dans mes jeunes années là, ce qu'était la prévention, à l'époque où on était encore, si vous voulez, très attentif à accompagner, outre la répression, parce que quand même, la police c'est fait pour la répression, il ne faut quand même pas plaisanter, mais si vous voulez, il y avait quand même en même temps ce souci de prévention, parce qu'il y avait aussi une confiance qui restait, et ça c'est fondamental, donc une confiance par rapport à la police, c'est-à-dire par rapport à ce qu'est le corps policier, parce qu'en France aussi on a un vrai problème relationnel entre la population et sa police. Chose qui est beaucoup moins problématique dans d'autres pays européens par exemple, et c'est vrai que par exemple, je me rappelle très bien qu'il y avait un commissariat mobile à la cité des 3000 à la Courneuve, hein, où il y avait 2 flics, effectivement, qui faisaient leur travail de surveillance, d'information, si vous voulez, des brigades des mineurs, et qui recevaient les gamins qui venaient, quelque chose qui me paraît incroyable aujourd'hui, qui recevaient des gamins, quand les gamins viennent nous voir, les devoirs, enfin, je me disais, voilà, mon Dieu, c'était déjà mal vu à l'époque, hein, c'était la brigade des mineurs, ça n'a jamais été très bien, il y a eu un très bon film d'ailleurs qui a été fait sur la question, mais si vous voulez, donc du coup, le tissu, dans le phénomène de prévention, je ne parle pas de la répression, elle fait ce qu'elle a à faire, hein, c'est bien ou mal, mais elle le fait. Bon, mais le phénomène préventif, c'est-à-dire par rapport à ceux qui vont tomber dans la délinquance, est-ce qu'il y a effectivement des structures aujourd'hui qui, effectivement, peuvent, c'est ce que, effectivement, je reviens au cas des mosquées, quand effectivement elles étaient de pleine volonté, des créateurs dans les années 80-90, on dit, en même temps, nous allons faire un travail de prévention pour que ces gamins ne tombent pas dans la délinquance. Bon, je ne dis pas que c'est un échec, mais ils n'étaient pas armés du tout pour faire ce boulot. Hein. Ils étaient, en dépit de toute la bonne volonté qu'on avait, il n'y avait pas... Déjà, les enfants étaient en rupture, alors au mieux, parce qu'on n'en parle pas, mais
c'était beaucoup de mieux avec des enfants qui ont réussi par rapport au parcours des parents, etc., qui se sont élevés. Et ça, il y en a quand même une flopée, il ne faut pas aussi le minimiser, mais aussi effectivement un facteur à partir des années 80, effectivement, de gens qui sont tombés dans la délinquance. Alors pourquoi effectivement ce sont des petits délinquants? Pourquoi à un moment donné s'est immiscé effectivement cet identitarisme musulman pour un certain nombre de délinquants? Alors, effectivement, bon, moi je vais vous dire des évidences, hein, je suis sûr que tout le monde ici le sait mieux que moi, c'est-à-dire qu'effectivement, ça a servi de prétexte, et c'était pas de prétexte à certains pour trouver une raison à leur mise à l'écart de la société, etc. Voilà, on est puni, etc. Bon, on sait très bien que le modèle type, c'était le modèle des Black Muslims aux États-Unis, qui a été effectivement, il y a eu la conversion, on connaît le phénomène, il n'est pas nouveau déjà, vous voyez, aux États-Unis, en France, mais effectivement en France, ça a pris des proportions assez importantes. Et puis bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Il y a un certain nombre de prisonniers, par exemple, qui se sont convertis parce qu'ils avaient trouvé une famille, un milieu un peu plus chaleureux, on va dire, ou alors, de toute façon, par rapport à des leaders, je m'excuse, hein, s'il y a le caïd, il y a un caïd qui effectivement se présente comme étant un leader religieux en même temps, bon, ben, on va vers ce caïd. Et puis certains, bon voilà, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer. Alors, simplement une chose par rapport à ce détail, parce que c'est quand même important aujourd'hui, ce que Khosrow Khabar et Ouza Kies, qui sont sur le terrain, étudient de très près, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui a changé, c'est que à l'intérieur des prisons, jusqu'à maintenant, les parcours de salafistes, comme on dit, hein, vous voyez le mot, et c'était des gens qui affichaient leur identité avec la barbe, avec le calot, avec le camis, etc. Or, aujourd'hui, depuis quelques années, effectivement, je dirais c'est inquiétant, c'est beaucoup plus politique, donc c'est plus d'identitaire. Hein. Donc, plus quelqu'un se dissimule tout en... alors qu'on sait très bien que la personne est engagée dans la radicalisation, plus il se dissimule, plus il essaie de donner des preuves de neutralité, plus effectivement on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est vraiment peut-être considéré comme éventuellement faire partie d'un futur réseau. Alors que disent ces sociologues que si effectivement on a affaire à quelqu'un qui accentue encore son attachement identitaire, c'est pas évident qu'on ait affaire à un futur djihadiste. Donc vous voyez, c'est quand même, ça devient un peu compliqué. Merci Bernard Godard. Je rappelle votre livre, donc La question musulmane en France, un état de lieu sans concession.